Chapitre 13, courant et champ magnétique. Encore une fois, là, je parcours la matière du chapitre le plus rapidement possible en essayant de couvrir chaque sous-section absolument essentielle pour l'examen pour que vous ayez le plus de plaisir possible à faire des exercices et que vous puissiez vous épargner du temps. On commence avec la section 13.2 et 13.3. C'est la base de la base. Là, on vous informe que lorsqu'il y a un courant électrique qui parcourt un fil rectiligne, il va y avoir, que vous le vouliez ou non, un champ magnétique qui va apparaître et ce champ magnétique-là est toujours en forme d'anneau concentrique autour du fil. À quoi ça ressemble? Là, ça va prendre un peu d'imagination là, parce qu'on est sur une feuille en 2 dimensions et que ces anneaux concentriques-là se forment avec un plan perpendiculaire au fil dans l'espace à 3 dimensions. Il faut faire la règle à main droite là, pour savoir le sens de l'enroulement des anneaux, mais je commence par dessiner bêtement ces anneaux-là. On les imagine comme ça, avec le centre de chacun des anneaux placé exactement sur le fil. Des anneaux comme ça, là, il y en a plusieurs plans à droite et à gauche, partout autour du fil. Et pour déterminer le sens de l'enroulement du champ magnétique, parce que c'est pas juste des anneaux, là, ça tourne dans un certain sens, on applique ce qu'on appelle la règle de la main droite. Voici ce qu'il faut faire. On place le pouce de la main droite, évidemment, dans la même direction que le courant électrique I, dans ce cas-ci I1, qui parcourt le fil rectiligne. Ensuite, nos 4 doigts de la main droite, lorsqu'on place le pouce dans la même direction que le courant dans le fil, les 4 doigts qui restent vont s'enrouler autour du fil de telle sorte que la pointe des ongles des 4 doigts pointe la même direction que le champ magnétique des anneaux concentriques autour du fil. Ça veut dire que, regardez, lorsqu'on est en avant du fil, là, ça va vers le bas. Ça veut dire qu'en avant du fil, mon champ magnétique irait vers le bas. Et en arrière du fil, où j'ai pris la peine de couper de façon dramatique et exagérée les anneaux pour qu'on voit bien là, que les anneaux passent à l'arrière du fil, on va vers le haut comme ça. Donc, chacun des anneaux représente le champ magnétique à différents endroits, différentes distances du centre du fil. Et on voit que dans le cas qui est dessiné sur ma feuille pour I1, si on place le pouce dans la direction du courant, on va avoir un champ qui s'enroule de façon descendante vers à l'avant du fil et montante à l'arrière. C'est ce que j'ai dessiné. On peut le voir d'une autre façon et utiliser une autre notation sur la feuille pour représenter l'enroulement. C'est-à-dire qu'on va regarder que au-dessus du fil, la pointe de vos doigts, les ongles de vos doigts viennent vers vous et en dessous du fil, c'est dur à faire sans me contorsionner, là, vos doigts entrent dans la feuille et on va dessiner ça de la façon suivante. On va faire des cercles avec des X pour montrer que les doigts s'enfoncent dans la feuille, donc que le champ magnétique entre dans la feuille en dessous du fil. Et on va faire des ronds avec des points au centre pour montrer que le champ magnétique vient vers vous. Donc ça veut dire un vecteur qui vient vers nous. Et ce symbole-là, ça veut dire un vecteur qui s'enfonce dans la feuille ou dans le plan de la feuille, que ce soit le tableau, votre feuille d'examen, votre livre ou quoi que ce soit. Ce sont des symboles standards qu'on utilise pour représenter des vecteurs perpendiculaires au plan dans lequel le dessin est, qui vient vers nous lorsque c'est un point et qui entre à l'intérieur lorsque c'est un rond avec un X. Donc, les deux façons de dessiner sont tout à fait correctes. Vous choisissez celle que vous voulez. Si vous utilisez les anneaux concentriques, faites attention, comme moi, là, de bien couper les lignes qui passent à l'arrière du fil pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté à l'examen. Sinon, je peux pas vous donner vos points quand je vous demande de dessiner ça. Bon, vous avez compris que si le courant I1 allait vers la gauche à la place d'aller vers la droite, on mettrait notre pouce dans cette direction-là et on aurait un sens d'enroulement qui est contraire. Ce qui va souvent arriver, c'est qu'on va avoir des courants électriques qui vont être dans des fils rectilignes qui entrent dans la feuille ou qui sortent de la feuille, comme c'est le cas avec I2 et I3. À ce moment-là, c'est le même principe. On prend notre pouce et on le place dans la même direction que le courant rectiligne. Dans le cas de I2, là, on va placer notre pouce qui pointe vers notre feuille et on va avoir des anneaux concentriques qui vont tourner
Voilà, comme ça, en sens horaire. Le sens horaire, c'est le même sens que les aiguilles de la montre. Et on va dessiner le champ magnétique ou la densité de flux magnétique, comme ça, qui s'enroule en forme d'anneaux concentriques. On pourrait en mettre plusieurs. Là, écoutez, c'est supposé être des cercles. Je veux pas de compas, là. C'est des genres de cercles. Et on pourrait en dessiner plusieurs, là, comme ça, plusieurs anneaux. Tant que le sens de rotation est correct, ça va. Pour I3, c'est ça le contraire. Là, vous avez un courant qui vient vers vous, donc le pouce qui sort de la feuille, et on s'enroule en forme d'anneaux concentriques, oui, mais des anneaux concentriques qui vont dans l'autre direction, c'est-à-dire en sens anti-horaire. Vous avez compris le principe. On va nommer ces densités de champs magnétiques-là ou ces densités de flux magnétiques-là B1, B2 et B3, les unités de mesure pour l'intensité de la densité de flux magnétique B1, B2, B3, ce sont les Tesla. On y revient plus tard. On a des moyens pour calculer numériquement combien ça fait de Tesla, dépendamment de la position à laquelle vous vous trouvez par rapport au centre du fil. Maintenant, je fais la partie géométrique. Là, si vous avez compris la règle de la main droite avec le pouce et les 4 doigts, on peut s'attaquer à la géométrie et on peut faire des calculs numériques. Voici comment ça fonctionne. J'ai dessiné un fil perpendiculaire à mon plan de travail. Je l'ai appelé I tout court, il n'y en a qu'un seul. Et j'ai placé le point P à une certaine distance D en mètres. Et je vais essayer de tracer l'orientation locale du vecteur densité de flux magnétique B au point P seulement. Je sais qu'il y a des anneaux concentriques là, qui tournent partout autour du fil I, mais je m'intéresse seulement et uniquement au vecteur B à la position du point P. On appelle ça local, seulement à cet endroit-là dans l'espace. Première chose à faire, règle à main droite, on a un courant électrique qui entre dans la page, donc c'est le pouce vers le bas. Nos doigts vont s'enrouler dans ce sens-là, donc on va avoir une densité de flux magnétique qui tourne en sens horaire. Maintenant, on s'en va au point P. Et ce qu'il faut faire, c'est dessiner le vecteur B au point P exactement perpendiculaire au segment de droite qui relie le point P et le centre du fil, comme ça ici. Perpendiculaire au segment de droite D qui relie le point P et le courant I. Maintenant, est-ce que je vais vers le bas ou vers le haut? Parce que n'importe quoi dans cette direction-là, avec ma règle, c'est perpendiculaire. C'est la règle à main droite qui me donne ça. Je me rends compte ici là, que l'anneau qui passerait au point P s'en va dans cette direction-là. Ça veut dire que le vecteur B au point P va aller vers le bas à droite. C'est simple comme ça. On peut faire l'angle droit parce que c'est perpendiculaire. Tiens, comme ça ici. Ça, c'est un 90 degrés, là, exactement 90 degrés. Et pour calculer la norme du vecteur B en Tesla, on a une équation qui est donnée dans Louis le dit. C'est la suivante. Donc, quand vous cherchez la valeur en Tesla de la densité de flux magnétique B, vous devez connaître le courant I en ampères qui génère ce champ magnétique-là, cette densité de flux-là, et vous devez connaître aussi la distance D en mètres à laquelle vous vous trouvez de la source de champ magnétique. Dans ce cas-ci, le fil. Pour le reste, on entre simplement les valeurs et on a 2 fois 10 à la moins 7. Si vous vous demandez d'où ça vient, ce facteur-là, là, c'est que normalement, il y a un 1 sur 2 pi avec mu0, là, la constante de perméabilité magnétique, et on a simplifié ça dans Louis le dit. On vous dit, hey, utilise juste 2 fois 10 à la moins 7. C'est une excellente approximation. Ça donne ça presque flush, et c'est bien correct de l'utiliser. J'ai mis des notes importantes en bas, là. La densité de flux magnétique B est directement proportionnelle au courant I, qui est effectivement sur la ligne au-dessus de la barre de division, et inversement proportionnelle à la distance D. Grosso modo, les gros courants génèrent des grandes densités de flux magnétiques et si vous êtes proche du fil, vous avez un plus grand B en Tesla et si vous êtes loin du fil avec une grande distance D, évidemment, vous allez avoir un plus petit flux magnétique avec moins de Tesla. Autre chose importante aussi, là, le vecteur B est toujours perpendiculaire
à la distance D, le segment de droite qui relie le centre du fil et le point qui vous intéresse, je l'ai dit tantôt. Et je vous suggère d'essayer l'exemple 13.1 à la page 160 du Wildy. Normalement, je le fais en classe. C'est un exemple très, très simple. En fait, il est tellement simple qu'il n'y a aucun challenge. C'est juste pour vous mettre en confiance là, et vous donner l'impression que vous maîtrisez tout ce qu'il y a à maîtriser. C'est une application directe de l'équation qui est ici. Ça vaut la peine de l'essayer. Pour ce qui est de ces schémas-là et de la géométrie, il n'y a pas beaucoup d'exercices dans le Wildy, là. Donc, assurez-vous de le comprendre. À l'examen, j'en mets toujours un d'habitude où il faut le faire. Sinon, vous pouvez me poser des questions aussi lorsqu'on va se voir au laboratoire. Prochaine section, c'est la section 13.5. Et on vous dit, ben là, qu'est-ce qui arrive si on a plusieurs fils conducteurs qui génèrent chacun un champ magnétique B? Comment on traite ça? Est-ce qu'on peut bêtement additionner les champs magnétiques s'il y a 2, 3, 4, 5 conducteurs? La réponse, c'est oui, tu peux additionner, mais pas n'importe comment. On va utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition vectorielle. Ce principe-là te dit, oui, lorsqu'il y a plusieurs conducteurs qui génèrent plusieurs champs B, tu as le droit de superposer tous ces champs-là pour trouver le champ total à un point en particulier qui va effectivement être l'addition de les champs B1, B2, B3, B4, B5 qu'on dénote par une sommation sigma majuscule ici sur l'index I. En gros, là, ça se traduit par B total, le champ résultant est égal à B1 plus B2 plus B3, mais attention, check-toi comme il faut. Il y a des flèches par-dessus B1, B2, B3 et B total. C'est donc une addition vectorielle. Ça veut dire qu'il faut décomposer en X, en Y, en Z et vivre notre vie à travers de ça en gardant notre bonne humeur. Donc, ça revient là à décomposer chacun des champs B1 en composantes X et Y, les B2 en X et Y, les B3, les B4, tant qu'il y en a, et à faire l'addition de toutes les X avec les X, toutes les Y avec les Y, et à la fin seulement, au besoin, on va aller chercher la norme de B total en prenant le théorème de Pythagore et l'angle en allant chercher l'arc tangente de Y sur X. Sans faire de calcul numérique, parce que ça fait pas tant partie de votre cours, tout ce que vous devez comprendre, c'est le principe géométrique. Donc, je vais faire un exemple relativement simple pour vous montrer le principe géométrique. Je pense que vous avez appris dans vos cours de mathématiques à faire ces calculs-là. Ça devrait pas être sorcier. Et on va avoir des calculs comme ça à faire dans les chapitres où on va faire la mécanique. Maintenant, pour l'instant, c'est pas essentiel. Je vous montre la géométrie et le principe de base. J'ai deux courants, un courant I1 de 5 ampères, très gros, et un courant I2 de 1 ampère, plus petit. Le courant I1 vient vers nous, la règle à main droite nous donne un enroulement pour B1 dans la direction anti-horaire, et le courant I2 entre à l'intérieur de la feuille, la règle à main droite nous donne un enroulement horaire, comme ceci. Le point P est dans ce coin-là, et ce que je vais faire, c'est aller dessiner les vecteurs locaux B1 et B2 au point P, et je vais faire une addition vectorielle géométrique sur ma feuille. C'est une esquisse, là, mais quand même pour nous donner une bonne idée de quoi a l'air le vecteur B total, l'addition de B1 et de B2. Alors, on y va avec B1. Première chose à faire, vous reliez le point P et le courant I1 comme ça, par un segment de droite qu'on va appeler D1 ici. Ensuite, on se rend compte que l'anneau concentrique au point P s'en va vers le haut, donc on va tracer un segment de droite vers le haut à gauche comme ça, et on va appeler ça le vecteur B1 perpendiculaire au segment D1. Ça fonctionne. Est-ce que B1 va être grand? Ben, c'est dur à dire, là. C'est un gros courant, 5 ampères, en tout cas comparativement à 1 ampère pour l'autre, mais on est à une grande distance. Donc, on a des raisons de croire que ça va être un champ modéré parce qu'on est loin du point, mais on a un gros ampérage. Pour le courant I2, on a un segment D2 qui va ressembler à ça. Et on a au point P un anneau concentrique qui va à peu près vers la droite, comme ça ici.
Est-ce que B2 va être un grand vecteur ou un petit vecteur? Dur à dire encore une fois. On a un courant I2 relativement faible, de juste 1 ampère, mais on a une distance D2 qui est relativement petite. Donc, on a des bonnes chances d'avoir un champ B2 qui est modéré. Maintenant, il faudrait faire l'addition vectorielle de B1 et B2. Sur papier, on peut faire ça par la méthode du parallélogramme. La méthode du parallélogramme, là, c'est de reporter tête à queue chacun des deux vecteurs à la suite du premier, comme ça ici. Donc ça, c'est comme si c'était le vecteur B2 que j'ai rapporté à la suite de B1. Et ça ici, c'est comme si c'était le vecteur B1 que j'ai rapporté à la suite de B2. Comme ça ici. On peut prendre le chemin du haut ou le chemin du bas. Dans les deux cas, on arrive à la même place, le point qui est ici. Et on va dire que le vecteur qui rejoint le point de départ P et le point d'arrivée d'un des deux chemins s'appelle le vecteur B total. Lorsqu'on met tête à queue, un à la suite de l'autre des vecteurs, on fait une addition vectorielle géométrique et on peut tout de suite dire, hey, le vecteur B total va avoir à peu près cette tronche-là vers la droite en haut. Combien c'est exactement? Ben là, il faudrait calculer B1 numériquement avec l'équation que je vous ai montrée, B2 numériquement avec l'équation que je vous ai montrée, faire la géométrie, obtenir les angles, décomposer en composantes X, Y, B1 et B2, faire l'addition des X avec les X, les Y avec les Y, ramener tout ça ensemble, faire le théorème de Pythagore, l'arctangente, et on trouverait la valeur exacte de B total. Pour l'examen, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, c'est nécessaire de comprendre le principe de superposition et d'être capable d'avoir une idée au moins géométrique ou approximative de ce que ça va donner. OK. Lorsqu'on a plusieurs conducteurs, il y a certains cas particuliers et je vais terminer là avec les cas particuliers des conducteurs parallèles. Je vais continuer le chapitre 13 dans une deuxième vidéo ensuite. Pour les conducteurs parallèles, on dénote 2 cas particuliers avec lesquels vous allez être confrontés relativement souvent. Le premier cas, ce sont les fils torsadés, là, comme ceux qu'Hydro-Québec utilise là, sur les pylônes de transport pour les lignes à haute tension. On va souvent utiliser là une agglomération de conducteurs électriques plutôt qu'un gros conducteur. Ça ici, là, c'est un seul conducteur. Ça, c'est pas pratique. Là, quand vous avez un seul gros conducteur avec un gros diamètre, vous ramassez avec un fil avec beaucoup de métal, solide, c'est pas flexible, c'est pas vargeux. Et il faut faire passer beaucoup de courant dans ce fil unique-là. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser un fil conducteur qui contient plusieurs brins de métal et on va avoir un fil qui est beaucoup plus malléable. Et ce qui va se passer, là, c'est que le courant électrique va être relativement bien séparé dans chacun des brins. Et on veut vous montrer que si vous avez 20 brins qui transportent chacun 1 ampère, comme c'est le cas dans un fil torsadé, et si vous avez un seul fil qui transporte à lui seul 20 ampères, le champ magnétique généré par ces 2 fils-là va être à peu près identique. Et la règle à main droite s'applique encore. Là, on fait le pouce dans la direction du ça c'était B2, pardon, du courant électrique. Et s'il y en a plusieurs, on se laisse pas impressionner. Là, il va juste y avoir plusieurs petits champ magnétique et on fait la somme de tout ce monde-là et le B total associé aux 20 champs magnétiques de 1 ampère chacun là, qui vont tous dans la même direction devrait être à peu près égal. C'est ce que le signe qui est ici veut vous montrer. C'est pas vrai si vous êtes très proche du fil, mais si vous êtes très loin du fil, la géométrie des anneaux concentriques additionnés là, dans l'espace à 3 dimensions va effectivement donner quelque chose d'à peu près équivalent. Et à toute fin pratique, on n'est jamais collé sur le fil, donc c'est bien correct. L'autre cas particulier, super intéressant, ce sont les conducteurs là à 2 brins. J'en avais ici dans le garage. Ce sont les conducteurs à 2 brins collés un sur l'autre pour du DC. Conducteur que je viens de sortir, là, je m'en servais pour des pédales de guitare. Là, on fait passer du 9 volts DC là-dedans. Le noir, c'est le grand, là, et puis le plus 9 volts est dans le fil rouge. Peu importe. Et là, on regarderait le conducteur vu de face comme ça. On a un courant qui va dans un sens dans le conducteur rouge et un courant qui va dans l'autre sens dans le conducteur noir. Et les 2 courants sont très proches les uns des autres. Et c'est le même courant en ampères qui circule dans
le fil noir que dans le fil rouge, c'est juste que le sens est inversé. Donc, on se ramasse avec une configuration comme ça. On a un courant qui entre dans la page et un courant qui vient vers nous. Les deux courants sont diamétralement opposés, on dit ça comme ça. Et vous allez donc avoir deux densités de flux magnétique, B1 et B2, qui vont en sens contraire l'un de l'autre. Lorsqu'on est proche du fil, c'est un peu la foire et on se ramasse avec des additions de B1 puis de B2 qui vont être un peu drôles, là. Entre autres, en plein milieu, vous allez avoir des grands champs B total qui vont vers le bas comme ça. Si vous êtes à droite, vous allez avoir des champs par là, ici par en bas. C'est un peu mélangé. Mais lorsqu'on est très, très loin du fil, et c'est ça qui nous intéresse, regarde, j'ai écrit ici « pas pire loin du fil ». Si ton point P est loin, il se passe quelque chose d'intéressant parce que, en plus d'avoir I1 et I2 à peu près identiques, D1 et D2, lorsqu'on est loin du fil, vont être à peu près égales aussi. Comme les deux conducteurs sont proches les uns des autres, la différence de distance entre D1 et D2 est relativement faible. C'est pour ça que j'ai écrit D1 est à peu près égal à D2. Comme les deux courants sont identiques et les deux distances sont identiques, on va se ramasser au point P, loin du fil, avec des champs B1 et B2 à peu près de même grandeur. Maintenant, attention, ils sont de même grandeur, mais ils sont de direction presque opposée. Tu vois, il y a un petit angle de rien entre les deux, là, parce qu'on a 90 degrés ici, 90 degrés là, mais il y a un petit angle de rien. Fait que c'est pas vrai qu'ils sont à 180 un par rapport à l'autre, mais ils sont peut-être à 179,5 degrés à place de 180. À toute fin pratique, B2 et B1, quand on va les additionner vectoriellement, vont nous donner à peu près 0. Parce que sont presque diamétralement opposés et il restera pratiquement plus de champ magnétique. Donc, ces conducteurs-là sont pratiques parce qu'ils vont générer un champ magnétique résultant autour du conducteur à peu près nul. Même principe avec un conducteur coaxial. Vous allez vous ramasser là, pour des raisons mathématiques et physiques là, qu'on appelle le théorème de Gauss, avec un champ magnétique égal à 0 à l'extérieur, 0 puis une barre, là, et puis à l'intérieur, on n'en parle pas, là, c'est assez compliqué, ça va dépendre de la phase, là, si les courants sont en phase avec la tension. Il faut faire l'analyse des circuits RLC. Là. Vous connaissez ça, je connais ça, mais on rentre pas là-dedans et c'est clairement pas nécessaire pour le chapitre 13. J'arrête le vidéo là et je continue avec la partie B dans une deuxième partie. Allez vous chercher un muffin, un café, là, et puis on continue le chapitre 13 sur les boucles de courant et les solénoïdes dans la deuxième et dernière partie du vidéo qui va être plus courte que la première partie.